Il est un nom assez respecté dans sa formation politique dans le Katanga, un habitué de nos plateaux, de notre studio, mais ça fait un long moment qu'il a pris ses vacances avec nous, mais aujourd'hui il a décidé de revenir avec nous pour parler des questions d'actualité. Maître Passy, ça fait un immense plaisir de vous retrouver à nouveau chez nous, chez vous, à Congo Buzz Télévision. Mais c'est vraiment réciproque, et en même temps je suis en train d'exprimer une crainte, puisque c'est la première fois que tu me reçois dans ce beau cadre depuis que nous avons quitté, sauf erreur de ma part, Lingwala, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et finalement, tu me fais peur. J'imagine que tu vas bien m'harmoniser les méandres. C'est la première fois que je passe dans cette émission. Bien, je suis là, je viens de retrouver Congo Buzz. Après tant d'années. Congo Buzz, après tant d'années pour des obligations patriotique. Congo Buzz est un média respectable. Merci. Pourquoi? Puisque vous vous battez tous les jours de la vie pour faire exception. Puisque si on ne se fait pas exception dans ce monde, on ne mangera jamais l'excellence. Or, l'excellence est transcendantale. Les excellents ont la chance d'être nommés sans tenir compte de leur tribu, clan, ethnie, couleur de peau, etc., etc. Donc, je vous encourage dans l'excellence, surtout que j'ai fait la promotion de la jeunesse. Merci beaucoup, Maître Passy. Mais entre-temps, il y a une nouvelle classe des jeunes qui commencent à nous consommer depuis un moment, qui voudraient bien connaître qui est en face de nous. Vous vous présentez de façon pas simplement brève, votre parcours académique et aussi votre formation politique. Comment vous êtes retrouvé au sein de l'UDPS? Bien. Il faut dire que c'est la première question qui est bien mal à l'aise, puisque moi je suis social-démocrate. Okay. J'aurais voulu que tu le fasses. Mais écoute, j'en vais quand même. Hein. Moi, je suis zaïrois de naissance. Et je suis louchois des souches. Je n'ai connu que l'UDPS dans mon histoire. Je vais bientôt totaliser 30 ans au sein de ce parti. 30 ans? Ouais. Alors, il faut aussi dire qu'il y a des amis qui me suivent ici, dont certains ont été ministres, etc., etc. Je peux citer ici le ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo. Je peux citer des amis combattants qui ont aussi évolué à Kinshasa ici. Il y en a toute une panoplie, mais si j'en cite, c'est à titre de référence. Mais il y en a plusieurs comme ça. Vous avez l'ancien ministre, vice-ministre des Finances, Junior Matamelanga, etc., etc. Alors, il se fait que dans ce cursus de combat politique, nous avons connu des hauts débats. Surtout beaucoup de débats. Pourquoi? Puisque ce n'était pas facile pour les pauvres de se battre contre les riches. La lutte démocratique qui a été la nôtre à l'UDPS a donné naissance à une typologie démocratique que l'on appelle une lutte démocratique prolétarienne. Ce sont les pauvres qui ont chassé les riches au pouvoir. Nous avons chassé les bourgeoisies compradors au pouvoir. Voilà pourquoi je suis fier d'être en ce jour cadre de l'UDPS, membre de la Convention démocratique de mon parti. Dans la science administrative, je suis au cadre du parti. Exactement. Mais ça va faire 13 ans que je suis président national d'une des structures importantes de l'UDPS, que l'on appelle la COPOP. C'est simplement la colline du Populorum Progressio. Lorsque vous voyez le drapeau de l'UDPS, c'est écrit « Union pour la démocratie et le progrès social ». Progrès social, c'est en fait cette périphrase que nous avons convertie en latin en son temps en 2010. Nous avons démarré un peu comme une structure intellectuelle du parti. C'est aussi une certaine manière de remettre en cause les accusations gratuites dont on a été victime en tant qu'UDPS, disant que nous avons simplement été un parti politique de ceci, sans cela. Et pourtant, nous sommes un véritable parti politique de masse qui réunit en son sein intellectuels avisés, non avisés, analphabètes, délinquants, sorciers, prostituées. Pourquoi? Puisque tous les partis politiques au monde en ce jour ne sont que de partis politiques de masse. Ça va faire bientôt 60 ans qu'il n'existe plus de partis politiques de cadres. Donc, en RTC.
Non, au monde, j'ai dit au monde. C'est une sociologie politique que je vous présente qui est indiscutable et objective. Et donc, vous dites universelle. Du point de vue professionnel, vous êtes un juriste. Si, je suis avocat, ça va faire bientôt 15 ans. Avocat. Je suis activiste de droits de l'homme. Et puis, voilà, je voudrais me limiter là. Le reste, c'est pas important. Tout à fait, tout à fait. Maître Passy, on va commencer par cette coalition de l'opposition qui semble se dessiner, qui a fait une déclaration il y a quelques minutes à Lubumbashi, Martin Fayulu, Matata Pogno, Délice Sanga et même Moïse Katumbi, qui annoncent une marche pour le 13 mai prochain, dénonçant la vie chère, l'insécurité, la violation des lois par le pouvoir en place. Ils ont même menacé de faire usage de l'article 64 de la Constitution si le pouvoir ne tient pas les élections dans le délai constitutionnel. Votre réaction, première réaction? Bien, je parlerai droit à gauche, puis politique à droite. D'accord. Alors, sur le plan juridique, le fait pour eux de se réunir, cela fait partie de leurs droits les plus légitimes que notre Constitution consacre. Ouais. Ils sont libres de se réunir, ils sont libres de signer des déclarations communes. Tout ce qu'ils ont fait là, nous coulons cela dans le panier de la liberté démocratique, de la liberté d'expression. D'ailleurs, ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus pendant 37 ans. Alors, quant à dire qu'ils vont faire usage de l'article 64 de la Constitution, j'ai comme l'impression qu'ils courent le risque de tomber dans la masturbation politique. Pourquoi? Puisque l'article 64 de la Constitution est une disposition constitutionnelle amphibologique qui a deux sens. Elle vous dit que chaque citoyen congolais a droit de faire échec à tout individu qui veut exercer le pouvoir par la force. Mais la question de droit que l'on se pose ici, c'est qui exerce le pouvoir par la force? Personne n'exerce le pouvoir par la force. Il y a une conditionnalité. S'il n'y a pas élection j'en viens. Dans le délai constitutionnel. Mais j'en viens, ce n'est pas celui qui exerce le pouvoir. C'est une menace. Oui, en fait, quand vous dites menace, le mot est politique. Je vais répondre politiquement tout à l'heure. Mais quand ils disent que, quand vous parlez du pouvoir, mais c'est lui qui dirige le pays, ne dirige pas la CNI. Vous comprenez? Donc lui, il se contente de son pouvoir constitutionnellement établi. Et la question de la convocation du scrutin, la question d'organisation des élections a des attributs prérogatifs reconnus à un organe technique qu'on appelle la CNI. Et donc l'article 64 dont il parle possède aussi un deuxième alinéa qui pose problème puisque je disais que c'est une disposition constitutionnelle amphibologique. On vous dit que tout individu qui oserait renverser ou combattre un pouvoir constitutionnellement établi est coupable imprescriptiblement. Ça voudrait dire que le pouvoir de Tshisekedi... Non, là, vous parlez d'un pouvoir établi. Si, mais on dit constitutionnellement établi, ça veut dire le pouvoir de Tshisekedi. Dès lors que la maternité de son pouvoir a respecté le cursus électoral et la confirmation par la Cour constitutionnelle, Tshisekedi règne sur un fauteuil constitutionnellement établi. Et donc, pensez que si jamais, j'utilise bien mon conditionnel, que si par ultime improbable, la CNI ne nous convoque pas au scrutin 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice, ils utiliseraient l'article 64, eh bien, je leur dis que c'est une disposition amphibologique et court le risque de tomber dans l'infractionnel que consacre cette même disposition. Non, là où peut-être les bas vont blesser, c'est au niveau où, si la CENI ne convoque pas justement cet électorat 82 jours avant la fin du mandat, le président de la République va tomber dans l'illégalité. Et donc, en ce moment-là, il sera dans l'exercice du pouvoir en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, en violation de la Constitution. C'est là qu'ils évoquent l'article 64. Alors, c'est une masturbation intellectuelle de penser que quand il n'y a pas élection, selon les prescriptions constitutionnelles, lesquelles élections sont convoquées et organisées par la CNI et non pas l'institution président de la République, par exemple, non plus par le gouvernement qui n'a qu'une obligation de mettre le mois à la disposition de cet organe technique, le président de la République tomberait dans l'illégalité. Il n'y a pas illégalité. Ils n'ont pas de preuve de l'illégalité. Deuxième des choses,
Nous avons réfléchi ainsi, nous, hier, quand nous étions dans l'opposition contre le régime de Kabila. Tu sais ce qui avait été fait? Le combat qui était le nôtre en 2016, c'était d'empêcher à Kabila de se doter d'un troisième mandat avec tout ce qui se racontait, Mirindi, etc., qui parlait d'un troisième mandat qui pouvait être possible. Mais écoute, mais ils ont saisi la Cour constitutionnelle à l'époque, demandant l'avis de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a dit que le président de la République resterait en fonction jusque... En fait, ils ont simplement interprété la disposition constitutionnelle qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise des reprises avec un nouveau président de la République élu. Élu de quoi? Élu d'où ou de quoi? En tant que juriste, est-ce que cette interprétation reste-t-elle conforme à la Constitution? Si hier, nous nous sommes opposés politiquement à cette interprétation, mais on n'avait pas le moyen de s'y opposer juridiquement. Pourquoi? Pourquoi? Puisque juridiquement parlant, l'article 168 de la Constitution fondait le droit à cette Cour constitutionnelle à pouvoir prendre cette décision et que nos amis de la Kabylie... La Cour constitutionnelle ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Nos amis de la Kabylie... Elle ne fait qu'interpréter, mais elle ne peut pas aller outre la Constitution. Quand elle va outre la Constitution, cette décision ne peut pas être appliquée. Mais elle n'est pas allée outre la Constitution, puisque la Constitution elle-même dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise et reprise. Au cas où il y a élection. Mais au cas où il n'y a pas élection. Mais c'est là que j'ai dit. Il semble un vide. Vous y allez par hypothèse. Un vide semble se dessiner. Non, non. La Constitution est systémique et systématique. Les éléments sont liés les uns aux autres. Vous comprenez? Mais c'est la même Constitution qui dit que 90 jours avant la fin de mandat du président de la République en exercice, le scrutin doit être convoqué par la CNI. Vous comprenez? C'est la même Constitution qui vous dit, en attendant le train, le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise et reprise. La question de droit que l'on se pose, la remise et reprise viendra quand? Après qu'il y ait convocation du scrutin par l'organe technique qui est la CNI. Mais dès lors qu'il n'y a pas eu convocation, c'est-à-dire cette disposition seconde qu'aimait beaucoup chanter Mende Omalanga, reste et demeure. Alors, je viens de parler droit. Je viens de parler droit, mais je peux parler politique. Allez-y, allez-y. Le fait pour... nos amis de se réunir à Lubumbashi, j'ai dit tout de suite que la pauvreté est un danger public. C'est pas normal. Que voulez-vous dire par là? Je voudrais dire, c'est pas normal de voir par exemple le président de l'ECD, qui a remis en cause le président d'Ensemble il y a quelques 2 ans et demi, au motif que vous connaissez. Et qu'en ce jour qu'il se retrouve en train de manger dans la même assiette, dans la même main qu'il a craché hier, il donnerait raison par cet acte au discours déclaratif de Mouzito en ce jour. Deuxième des choses, alors posez-vous la question. Toute la ronde que venait d'effectuer dans certains coins de la République le président d'Envol. Vous avez peur, hein? Non, vous avez peur. Nous n'avons aucunement peur. Pourquoi? Puisque nous y venons. Ce n'est pas un vieux singe que l'on peut apprendre à faire des grimaces. Nous venons. Nous avons l'empirisme des conciliabules politiques. Nous, UDPS, nous sommes un parti politique contestataire et protestataire par nature. Nous tapons même sur ceux qui nous dirigent dans l'histoire, vous en connaissez, ceux qui dirigent le parti. Ça dit, c'est ça notre nature, c'est dans notre ADN. Ça veut dire, quand on veut agiter le spectre à l'intimidation de l'UDPS, en parlant par exemple de marche protestataire et contestataire, mais non, c'est frotte les mains puisque nous combinons le pouvoir et la rue. Donc on n'a pas... Écoutez, s'il vous plaît, ils en font pour eux-mêmes. Donc quand on veut discuter popularité, quand on veut discuter maîtrise de la rue, laissez les jeunes partis politiques faire débat entre eux. Je pense à une phrase du Sphinx. En 2003, elle disait, lorsque il y avait tentative de la signature des accords de Cascade à Matadi, il disait, laissez les enfants jouer entre mains. Laissez les enfants jouer main dans le sable, car juste après les jeux, ils vont se bagarrer. C'est ce que je dis. Déjà, quand vous voyez la polémique entre les partisans sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux, mon cher ami, deviennent désormais un plateau de droit, puisque la loi Kolengele est déjà entrée en danse. J'ai dit tout de suite que certains présentent le président d'Envol, Sesanga, comme tête d'affiche de cette rencontre de Lubumbashi. Certains autres présentent Fayoulou, certains autres présentent Katumbi, certains autres présentent Matata, certains autres ont tenté de présenter Mukwege qui vient de remettre en cause la chose en disant qu'il reste et demeure, qu'est-ce que je dis, apolitique. Mais écoutez, il y va de son droit. Du point de vue, apparemment vous avez un peu peur de cette coalition. Ça c'est votre droit aussi. Nous en avons besoin. Vous avez peur de cette coalition. On a coalition. besoin de cette coalition, pourquoi?
Vous avez besoin de la coalition. Oui, puisque cette coalition transporte dans son ventre les gènes de l'implosion. C'est une coalition implosive. Tu sais pourquoi? Ils ont agité les spectres médiatiques ici, qu'ils allaient là-bas pour pondre une candidature commune. Mais tu sais ce qu'ils ont pondu? Nous allons organiser une marche le 13. Mais oui, il y aura marche, c'est une forme de protestation contre l'illégalité dans laquelle le pouvoir est en train de gérer le pays. Il n'y a pas d'illégalité. Parce que, justement, pour eux, les élections qui vont s'organiser sont déjà en quelque sorte un peu truquées d'avance. Eh bien, cette marche sera une marche qui va rassembler toutes ces revendications. Mais je voudrais quand même que nous puissions rester sur le plan spécifiquement politique. On était à Genève, on a descendu un candidat commun qui est venu battre le candidat du président en fonction. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur, que l'histoire se répète? Écoute, mon cher ami, lui de paix son nom de l'empirisme a la chance divine de contourner toutes les cabales. Mais Genève demeure une cabale, mon cher ami. C'est comme ça que nous y avons claqué la porte. Pour preuve, Martin Fayulu, que je vois à Lubumbashi, rentré où il avait craché. Mais le président d'ensemble l'avait présenté comme étant celui qui battrait campagne à l'américaine. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons non seulement battu celui qui était censé battre campagne à l'américaine, jusqu'à flageller le candidat de Kabila. Et nous voici aujourd'hui au pouvoir. Nous n'avions ni armée, ni quoi que ce soit. Nous ne venions même pas de mouvements politico-militaires. Nous avions simplement la rue, l'expérience et la base. Vous aviez la rue, le contexte n'est peut-être pas le même, vous étiez dans l'opposition à l'époque, mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Et ceux qui sont dans l'opposition ont peut-être aussi le même pouvoir, privilège de la rue, comme vous l'aviez à l'époque. Ils n'en ont pas le calibre. Ça doit vous faire peut-être peur aussi. Non, ils n'en ont pas le calibre. Pourquoi? Parce que nous, quand nous étions dans l'opposition, pendant 37 ans, nous étions appelés principal parti d'opposition. On accède au pouvoir, nous sommes appelés principal parti de la mouvance. C'est contradictoire parce que vous n'avez pas remporté vous n'avez pas la majorité parlementaire. Ce sont les partis qui ne sont pas mais c'est là que je dis. Les grands partis non. Qui vous raflent les... Vous tenez un discours comme qui dirait qu'on était dans un régime parlementaire classique. Si nous sommes dans un régime parlementaire classique comme en 60, vous aurez raison. Mais nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République est en quelque sorte le serpent de la piste. C'est comme ça que les alliés eux-mêmes le disent, que nous sommes le principal parti de la mouvance. Ça veut dire, ceux qui ont le président de la République, en vertu de l'article 69 de la Constitution, surplombent les institutions de la République. Et donc, je viens de vous faire un petit déshydratat du régime semi-présidentiel. Et donc, votre propos aurait sa raison d'être si nous étions dans un régime parlementaire classique. Et donc, je dis ceci, que le fait pour eux de se réunir, mais nous, on se frotte les mains. Pourquoi? Mais le parcours est rocailleux, mon cher ami. L'opposition de la rue, il faut en avoir la force. Et puis, je disais tout à l'heure que ça ressemble un peu à une espèce de mendicité organisée. C'est un seul leader qui vous appelle. Venez à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui est ridicule pour tous ceux qui ont fait beaucoup de bruit ici? Je disais pour le président d'Envol, j'ai dit, mais la ronde qu'il a faite au pays comme étant candidat président de la République, comme prochain candidat président de la République, n'était que ce qu'on appelle en droit de la policitation politique. Tu vois? C'est-à-dire, c'est une opération de marketing qui finira par la commercialisation de sa candidature. Autrement dit, quelqu'un dirait que cette candidature va rentrer d'où elle a été instiguée. Voyez-vous? Alors, dites-moi un mot. Moi, j'ai dit tout de suite que j'ai vu certains leaders présentés comme tels, mais qui sont moins populaires que Franck Diongo et Mouya Mbokiasa. Vous parlez de qui exactement? Écoutez, mais vous n'avez qu'à suivre mon regard. Il y a des leaders de boîte d'allumettes, vous comprenez? Il y a des leaders que je présente comme étant personnes sectaires et marginales, vous en connaissez quelque chose. Et puis, tu sais, je voudrais qu'on parle un peu sociologie politique. Aucun leader de ces quatre qui se sont réunis n'a un fief électoral où il fera unanimité électorale. Il n'y en a pas. Vous allez me les chercher. Vous allez me les chercher même à la loupe, vous n'en trouverez pas. Moïse Katumbi, le grand Katanga, c'est pas son fief. Mais la réponse, c'est que, première des choses, dans notre constitution, on a consacré 26 provinces. Donc le Katanga n'existait plus. Ça, c'est la première des choses. L'espace Grand Katanga. C'est ce que j'ai dit, même quand vous parlez de l'espace Grand Katanga, cet espace Grand Katanga, depuis 1958 en ce jour,
aucun leader n'a fait unanimité électorale, qu'il soit originaire, tout comme non originaire. Deuxième des choses. À part Moïse Katumbi, qui serait... Ça veut dire, à Lubumbashi, vous avez vu dernièrement le secrétaire général de l'UDPS arriver. Tu sais, la place de la Poste est une place mythique. Il n'y en avait que deux dans l'histoire. On connaît la formule, on connaît comment ça se passe. En réalité... Il n'y a pas de formule. Il n'y en a eu que deux dans cette ville-là. La place de la Gare et la place de la Poste. Nous l'avons rendu archi-comble. Vous comprenez? Vous ne voulez pas admettre que Moïse Katumbi, l'espace Katanga, c'est son fief électoral. Mais ça ne peut pas être son fief. Comme l'espace Kassa est le fief électoral du président. Non, mais le président République a comme fief électoral la République. Tout à fait, je suis d'accord. J'en viens. J'ai vu l'intention de votre question. Lorsque vous entrez dans le dictionnaire Petit Robert, le mot fief veut dire où un individu règne en maître. Donc, il n'y a pas une contradiction quelconque. Mais je vous pose la question. Les seuls partis politiques qui tiennent des réunions et des meetings presque tous les jours de la vie, à Lubumbashi là-bas, c'est l'UDPS. Vous comprenez? Et puis, pour ton information, l'UDPS à Lubumbashi a désormais 3 fédérations. Donc, ça veut dire, le terme fief est malvenu. Le terme fief est non avenu. Le terme fief est mal placé. Pourquoi? Puisque qui dit fief signifie le monde où vous régnez en Mola Omar, et quand vous y arrivez, tout le monde vous fait des salamalek. Et dans le cas sous examen, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun fief qu'il peut présenter lui en disant c'est ici où, si je veux affronter Félix Tshisekedi n'aura rien. Je te dis que Félix Tshisekedi, déjà en tant qu'opposant, l'avantage a priori qu'il avait, c'était quoi? C'est qu'il a eu des voix partout. S'il n'a pas été premier quelque part, il a été deuxième, soit troisième. Mais certains de ces challengers ont eu des zéros à des endroits que tu connais. Tu comprends comment ça se présente? Ça voudrait dire on n'est pas intéressé sur le débat du populaire. Pourquoi? Puisque l'UDPS est né dans le populaire et vit dans le populaire. Sa fin dépend d'un décret divin, pas de problème. Mais jusqu'ici, nous consommons notre popularité, messieurs. Qu'est-ce qui fera en sorte que vous battiez le candidat qui pourra être issu de cette coalition? Le premier motif, c'est celui-là que je viens de vous présenter. Lequel? Aucun de ces candidats, ni Katumbi, ni Fayoulou, d'ailleurs, à Massimanimba, en 2018, il en a eu pour son compte, ni Matata, dont toute la province du Maniema, par exemple, elle fait 6%, et pendant que je n'étais pas, la province du Maniema est dirigée par l'UDPS. Tu vois ce que ça fait? Ni... c'est ça qui est du même territoire que mon jeune frère bien-aimé Honoré Mvoula. Tu comprends ce que ça veut dire? Je tiens à te dire que ces coalitions sont exposées à un schisme d'ici peu. Pourquoi? Puisque je trouve que... Vous tenez le discours. Vous me rappelez un peu les cas du FCC avant les élections de 2018, qui minimisait un peu cette coalition de l'opposition qui a vu le jour à Genève, la Mouka. Donc pour eux, c'était une aventure des personnes en mal de positionnement qui cherchent de la place dans l'opinion. C'est un peu... Je vous retrouve un peu dans ce même discours. Non, mais tu sais... ils ont été désagréablement surpris de voir que c'était un opposant qui avait remporté. Mais tout à fait. Vous ne risquez pas d'être surpris mais par tout cette à fait coalition. Pourquoi? Mais tout à fait pourquoi? Puisque Tshisekedi et Kamere ont mis fin à la cabale de Genève. C'est-à-dire, la jugeote qui est la leur était sur l'assemblage de Genève. Et nous avons quitté Genève. Tu vois, et tout le monde en a eu pour son compte. C'est-à-dire, on ne sait pas faire la politique sans stratégie. Et en voici les résultats par la suite. Et donc, pour vous, seul le nom du président Tshisekedi suffira à mettre au chaos cette coalition. Mais d'abord, le président Tshisekedi dort sur quel lit? Un lit gigantesque. Je suis tenté de l'appeler fleuve. Pourquoi? Puisque Tshisekedi est le seul candidat, non seulement à la reconduction, mais présidentiable, qui a les plus grands alliés. Regarde un peu. Lesquels? Tshisekedi seul. Lesquels des alliés qui sont... Il a l'AFDC allié de Bati Lukwebo. Il a 23 de Steve Mbikai. Il a l'UNC de Vital Kamerhe. De la représentation au niveau du Parlement, ils ont certes un poids parlementaire, non, mais est-ce qu'ils ont un ancrage populaire? Mais écoute, je n'ai pas parlé de Jean-Pierre Bemba, je n'ai pas parlé de Mbosso Kodiampouanga, je n'ai pas parlé de tout ce que vous connaissez. En fait,
quand il faut parler de l'ancrage, ceux qui ont l'ancrage sont avec Félix. Mais je vous dis vrai, mais qu'est-ce qu'on appelle l'ancrage? C'est une popularité existentielle. Est-ce que vous rendez compte du sens exact du mot ancrage? Mais c'est là que je dis, mais écoute, mais j'en connais comme ma galette de tous les jours. Le mot ancrage est différent du fief qui a été sorti non avenu ici. Mais l'ancrage veut dire quoi? C'est le caractère existentiel d'un leader, d'une idéologie, dans un coin quelconque de la République. Vous comprenez? Aujourd'hui, pendant que je parle avec vous, qui des leaders autour de Tshisekedi n'a pas un ancrage quelque part? Je vous pose la question. Tous les alliés de Tshisekedi ont des ancrages parsemés ça et là partout au pays. Donc, attendez, je suis d'accord avec vous. Mais de là à dénier l'ancrage de cette coalition de l'opposition, ça fait quand même réfléchir. Mais écoutez, c'est puisque ce n'est pas moi qui suis censé poser de questions. Mais je vous ai dit, présentez-moi l'ancrage de Délice Sanga, c'est où? Présentez-moi l'ancrage du mirage de Bukangalonzo, là, c'est où? Vous comprenez? Présentez-moi l'ancrage de l'homme que l'on vient de chasser de la Mouka par Mouzito, c'est où? Vous êtes politique. Donc c'est pour vous dire que... Pas réaliste, mais politique, ça. Lorsque le débat... C'est politique. Mais écoutez, mais je suis dans la réelle politique. Lorsque le débat porte sur la popularité, les ancrages, eh bien, nos amis là sont en mal de positionnement. Et ça, je vous le dis sans barguigner. Et puis, ce n'est pas parler des questions de majorité parlementaire. Pourquoi? Puisque les élections auxquelles nous partons sont au suffrage universel direct. Vous comprenez? Et la majorité parlementaire avec laquelle Tshisekedi a accédé au pouvoir, ce n'est pas la même qu'il a aujourd'hui. Posez-vous la question, c'est par quelle magie? Il y a une mutation, ce changement de majorité. Ce n'est pas interdit en politique. Il n'y a pas une infraction sur la... En pleine législature. Non, mais écoutez... De quel principe légal? Le changement... Vous qui êtes juriste. Le changement de majorité, qui est resté un débat de jactance pour nos amis de l'opposition, a été résolu par la Cour constitutionnelle. C'est fait Luamba Bindo, Lwakalundu Senga. Un arrêt avait été rendu à l'époque qui reconnaît la liberté politique aux députés, mais qui les maintient dans la liaison juridique. Ça ne vient pas de moi. Et quand on applique l'article 68 de la Constitution, donc le débat sur le changement de majorité en cours d'une législation est un débat non avenu. C'est resté une histoire de bambin, là, s'il vous plaît. Maître Passy, je vous écoute. En dehors de ce que vous avez évoqué comme étant force et atout de votre formation politique, quels sont les autres éléments, arguments que vous pourrez brandir à l'opinion pour le convaincre de vous accorder le suffrage? Je parle de la présidentielle d'abord, particulièrement. Vous parlez de la présidentielle. Je n'ai pas simplement parlé de mon parti, j'ai aussi parlé de nos alliés. La famille politique. Je voudrais refuser une expression exclusiviste. Mais je dis tout de suite que Félix Tshisekedi, qui accède au pouvoir lors de la remise et reprise, avec son prédécesseur, on lui fait savoir qu'il y a 193 groupes armés. Mais aujourd'hui, mon frère, vous en comptez au bout de doigts. Une cinquantaine a signé des accords de réinsertion sociale en Nairobi. On ne refuse pas. S'il vous plaît. Le problème, c'est le résultat sur le terrain. Mais le premier résultat, c'est lequel? Les morts continuent. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La société civile locale. S'il vous plaît. Les morts, on continue. S'il vous plaît, sinon vous mettez. D'en compter. Non, mais ça serait comme qui dirait... Je veux vous rencontrer à ce point-là. Ah, d'accord. J'avais peur que vous puissiez me prendre par crescendo. J'ai dit tout de suite que de 93 groupes armés, à quelques 3 et 4 à compter au bout de doigts, mon cher ami, mais c'est une distinction si on était à l'école. Vous comprenez? C'est une distinction. Aujourd'hui, vous n'avez aucune base névralgique des Codeco et des ADF dans ce pays. Aujourd'hui, pendant que je te parle, tu as vu combien souffrent les enfants de Kagame, puisque M23 égale Rwanda. 17 localités et villages récupérés par les FARDC et 7 cédés par le M23, non seulement puisque c'est devant la puissance des feux de FARDC et de l'autodéfense nationale, mais aussi puisque sur le plan diplomatique, Kagame est pris en sandwich. Kagame signe des accords à Luanda et à Nairobi en lieu et place du M23. Donc toutes les entourloupettes que le M23 se trouve en train de faire aujourd'hui... Il est une question que vous, les communicateurs de l'Union Sacrée, vous ne prenez pas en compte. Quand vous lisez cette feuille de route de Luanda, il est aussi mentionné que le gouvernement congolais doit arrêter de collaborer avec les FDLR. Et c'est signé
les gouvernements signent à chaque fois ces déclarations. Mais tout à fait, mais puisque nous n'avons jamais collaboré avec les FDLR. Pourquoi accepter de signer ça pendant que nous... N'est-ce pas un double discours? On ne peut pas... C'est sur base de ça que Kagame se base pour attaquer le gouvernement congolais. Mais écoute, mais Kagame est un petit monsieur qui prend tout son temps pour pouvoir mentir. C'est comme ça que dans le Kinyarwanda, on l'appelle Obwenge. Obwenge signifie la ruse, le mensonge. C'est un peu comme une question congénitale pour eux. Quand ils ne trompent pas, ils ne se sentent pas naturels chez eux. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite, nous avons signé effectivement des accords que nous ne pouvons pas soutenir. C'est une reconnaissance tacite que le gouvernement est en train de collaborer avec ces... Vous sortez les propos du contexte et pourquoi? J'ai dit que signer la convention en disant que nous ne sommes pas appelés à collaborer avec les FDLR est un engagement. Et les traités internationaux sont exposés à un principe de droit qui dit pacta sunt servanda, la bonne foi dans les traités internationaux. C'est-à-dire, les conventions ne sont là que pour s'en servir. Nous n'avons jamais utilisé les FDLR jusqu'à présent. Il n'y a aucune preuve l'attestant. Seulement que... Pourquoi vous avez signé ces documents-là? Mais, vous signez cette... mais puisque les FDLR ne sont pas congolais. C'est une reconnaissance implicite. Que non. Je venais de m'expliquer. La reconnaissance est un acte. C'est sur base de ça que Kagame se base pour Kagame faire le chantage à la RDC au monde Kagame, entier. devant la diplomatie sceptique et repensée de Fachi, a plusieurs fois pédalé en l'air. Quand on signe un accord dans lequel on s'engage, qu'on ne peut pas nourrir, je prends pour exemple les prostituées, est-ce pour autant dire qu'on utilise les prostituées, mon cher ami? Non. Ça voudrait dire... Nous n'allons pas utiliser les FDLR et nous ne les avons jamais utilisés. Pourquoi? Puisque Kagame a fait du génocide rwando-rwandais un fonds de commerce sur le plan international. Et partout où il passait, il voulait utiliser la présence des Interamwe, qu'est-ce que je dis, des FDLR. Conjointement, forces rwandaises et forces congolaises sous le régime de Kabila ont été pourchassés, dont certains ont été embarqués dans des camions retournés au Rwanda. Et donc, en ce jour, il n'existe aucun point focal des FDLR pour que Kagame présente cela comme étant un motif justificatif de l'agression. Écoute, le président suisse est à Goma, il se rend à Kishiche pour aller constater un pogrom provoqué par ces forces militaires rwandocratiques qui sont les M23. Donc, excusez-moi le terme, mais il s'agit du sang de nos frères. Et je dis toujours à tous ces vendus, entre guillemets, se présentant comme Congolais qui sont dans le M23, que le sang de l'homme ne pardonne jamais, il crie toujours vengeance. De ce côté-là, vous avez réussi, côté pacification de la partie Est. Mais écoute, mon cher ami, lorsque le Rwanda est en chute économique de 54%, sa banque nationale est en étiage, j'ai fait un recours d'une dette documentaire. Est-ce que les Congolais ont besoin de s'il vous savoir, plaît, est-ce que les Congolais ont besoin de savoir que l'économie rwandaise est en chute libre ou bien nous avons besoin que les personnes qui sont déplacées, les enfants qui ne vont pas à l'école, les mamans qui sont éventrées puissent retrouver finalement la paix? Qu'est-ce qui intéresse le plus profondément les Congolais? C'est puisque dans votre question, vous n'êtes focalisé que sur le Massissi et le Rutshuru. Vous ne parlez pas de l'Ituri, puisqu'il s'agit de deux provinces qui sont en état de siège. Je venais de vous dire que toutes les bases névralgiques de Codeco et des ADF Nalu ont été tamisées. Il ne reste que des comportements, je peux dire, terroristes ou islamistes sporadiques. Voilà pourquoi, dans les 145 territoires, prenons pour exemple la province de l'Ituri, il y a des endroits qui étaient en proie à la guerre, où les écoles sont en train de sortir de la terre, des ponts sont en train d'être construits. Vous comprenez ce qu'il y a? Et puis, à propos du Nord Kivu, nous ne pouvons pas parler du retour total des populations sans que nous ayons finalement pacifié la totalité de Rutshuru et de Massissi. Nous sommes en guerre, ce n'est secret pour personne. Et donc, brandir la question de la pacification totale pour le Nord Kivu, ça serait une démagogie. Nous sommes en processus de pacification. Et voilà pourquoi, quand les M23, par exemple, en train de quitter des localités, Kibumba, etc., ou je ne sais pas tout ce que l'on raconte là, au motif que nous avons concédé ou nous cédons les localités aux forces de l'EAC, vous savez ce que ça veut dire? Puisque les accords de l'EAC, nous ne les avons pas signés avec le M23, nous les avons signés avec les Rwandais. Ça dit, ceux qui ne comprennent pas, eux, tous ces Bissi-moi-là et les Willingoma, c'est que quand ils se retirent du fait que leur père Kagame avait signé en lieu et place. Et quand il essaie de faire un chantage accompagné d'entourloupettes, en disant, mais écoutez, nous laissons les territoires, nous laissons les localités, mais nous ne voulons pas que ces localités soient occupées par les FARDC. Mais ils sont fous, puisque
la finalité des choses, c'est que ces localités doivent être remises aux mains des forces gouvernementales. C'est un peu vouloir quelque chose et son contraire. Voilà pourquoi le chef de l'État, je ne sais pas si j'ai fait une anticipation, lors du point de presse diplomatique avec le président Alain Berset de la Confédération helvétique, il a dit qu'un cantonnement se fera à Kichanga. Si ils se disent congolais, ils viendront se faire cantonner à Kichanga pour être acheminés à quelques kilomètres de Kindu. Je vais vous lire, comment dire, la sortie médiatique de Laurence Kanyuka, porte-parole politique et chef du département de la communication et des médias du M23, qui dit « Tant qu'il n'y aura pas de dialogue politique direct entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa, il n'y aura pas non plus de cantonnement, désarmement, démobilisation. » Là, c'est le porte-parole du M23. Et Bertrand Bisimwa, président du mouvement de Renchérir, le refus par le président Tshisekedi du dialogue avec le M23 pour résoudre pacifiquement le conflit, de séparer les groupes armés dont les FDLR, les désarmer conformément au chef d'État de l'EAC, est un sabotage du processus de paix engagé par l'EAC. Pour le M23, ne pas négocier avec eux, c'est saboter le processus de paix de l'EAC. Il faut dire que c'est la question la plus formidable que vous me posez depuis le début de cette émission. Comment ça? Mais si ils sont congolais, mais en vertu de quoi ils vont agiter le spectre à une certaine présence des FDLR à désarmer? Les FDLR, qui sont-ils? Mais ce sont des forces négatives rwandaises qui sont ici depuis l'opération turquoise de 1994. Alors, mais si le M23 est un mouvement politico-militaire congolais, mais en vertu de quoi eux? Mais nul ne plaide par procureur, mon ami dit le droit. Et donc tout de suite, ils sont dans un fourre-tout. C'est une dichotomie ostentatoire dans laquelle ils se trouvent. Et puis Kanyuka dont vous parlez, vous connaissez bien sa nationalité? Regardez tous les partisans du M23 sur les réseaux sociaux. Ils font l'apologie de Kagame. Et puis il n'y a pas de dédoublement de dialogue, il n'y a pas de parallélisme de dialogue. Nous avons déjà dialogué 2 fois. Nous avons été à Luanda, nous avons signé des accords. Vous venez d'en faire lecture. Il parle d'un dialogue direct. Mais c'est là que j'ai dit. Avec le gouvernement de Kinshasa. Pas par entreposition. Je finis ma phrase, mon cher ami. C'est la théorie du contenant dans les contenus. Le M23 est dans le ventre des accords signés par Kagame. Nous les avons signés comme ça à Nairobi et comme ça à Luanda. Mais lorsque les enfants qui sont dans les ventres de leur mère cherchent à négocier avec le père sans être nés, mais qu'en dira-t-on? N'est-ce pas de la dichotomie ostentatoire? Voilà pourquoi nous disons, il n'y a pas de négociation. Vous ne craignez pas directe avec le M23. Pourquoi? Vous ne craignez pas que cette situation perdure si Kinshasa n'accepte pas ou n'obtempère pas leurs revendications? Kinshasa n'a pas à obtempérer. D'abord, il faut savoir que dans toutes les déclarations de beaucoup d'organisations internationales, il est dit que le Rwanda est le père du M23. Il est dit que dans le M23, d'ailleurs Macron l'a aussi souligné de passage ici, que dans le M23, il y a effectivement des Rwandais et effectivement certains Congolais vendus. Vous comprenez? Mais alors, en vertu de quoi ces Rwandais, puisque vous parlez de Kanyuka, vous connaissez sa nationalité? Ce sont des questions qu'il faudra se poser. Puisque rendez-vous compte, si nous parlons d'un cantonnement, c'est dans quel objectif? Un processus de paix. Mais si eux sont partisans de la paix, comme ils le racontent avec une seule condition. Des proportions, non. À une seule condition, négocier directement avec Kinshasa. Alors ils doivent eux-mêmes sortir du ventre de Kagame pour qu'ils viennent négocier directement avec le gouvernement de Kinshasa. Dès lors qu'ils demeurent dans les entrailles de Kagame, mais en vertu de quel même endroit entre nous soit dit, si on n'est pas né, mais on ne sait pas agir. Donc voilà pourquoi je dis, s'ils s'opposent au processus de paix, dont le cantonnement commencera par Kichanga et finir à quelques kilomètres de Kindu, c'est puisque certains se disent que nous ne sommes pas réellement congolais. Je vous posez la question en tant que professionnel de droit. Une question d'actualité a été adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, par le député national Claudel Loubaya, pour savoir quelle est la nature, les statuts juridiques des territoires qui sont aujourd'hui occupés par les forces de l'EAC. Que répondrez-vous à ce député national?
Bien, écoutez, je ne sais pas, mais j'ai dit souvent, lorsque des questions orales naissent d'une culture d'opiniâtreté, on court les risques, on dit qui trop embrasse mal étreint. Les choses sont simples, mon cher ami. Allez-y. Les territoires sur lesquels se trouvent les forces de l'EAC sont des territoires congolais. Vous comprenez? Le terme militaire que l'on utilise, on dit des zones tampons. Est-ce qu'il est écrit que Kichanga, est-ce qu'il est écrit que Bunagana est un territoire rwandais? Est-ce qu'il est écrit, je ne sais pas... Qui administre ces territoires? Le débat de l'administration en intellectuel ordinaire, même en intellectuel organique, on sait que c'est une situation qui connaît une espèce d'anarchie. Les administrateurs des territoires ont pris fuite, la population a pris fuite, ce sont des territoires dans lesquels il y a eu affrontement, puisqu'en plus de cela, il faut faire la différence entre territoire, localité et village, puisque ce n'est pas tout le Massissi et le Rutshuru qui sont occupés par l'M23, c'est quelques localités. Les parties restantes, ou je peux dire importantes, sont occupées par les FARDC. Or, dans le cas sous examen, au nom de la théorie du contenu dans le contenant, l'on vous dira que tous ces territoires-là sont dans une province sous état de siège. Ça voudrait dire, dès les nominations faites par, c'est pas le gouverneur de province ou de connivence avec l'ancien ministre de l'Intérieur, il existe effectivement des administrateurs des territoires qui sont tantôt policiers, tantôt militaires, qui sont là. Mais pour administrer, il se pose un problème. Pourquoi? Puisque c'est une zone en pleine guerre. Est-ce qu'il faut rentrer à l'école pour comprendre cela? Est-ce qu'il faut vraiment convoquer le VPM? Et donc, je me dis, au nom du droit parlementaire, je ne suis pas député. Un député est libre de faire convoquer un ministre afin qu'il vienne effectivement répondre. Sur le plan du droit parlementaire, je n'entre pas dedans. Il y va de son droit le plus légitime. Ça s'appelle le droit parlementaire. Mais mon analyse de tout à l'heure était une analyse tantôt politique, tantôt épistémologique, pour essayer de faire comprendre les choses aux gens. Et puis, quand on dit zone tampon, ça veut dire quoi? Ce sont des zones qui traversent un peu comme un moment de neutralité, du fait des forces conventionnelles venues de l'EAC. Et la suite, c'est laquelle? Ces forces doivent se rendre compte de la situation de la population. Justement. Ces forces doivent se rendre compte si effectivement le M23 a respecté le cessez-le-feu. Ces forces, par la suite... Si la question telle que vous l'expliquez est vraiment conforme à la situation sur le terrain, eh bien, le vice-premier ministre devra aller s'expliquer à l'Assemblée nationale sur cette question adressée par... Sur cette question, je ne suis pas avocat du VPM, je suis analyste. Je suis sociodémocrate, oui. Et puis en démocratie parlementaire, monsieur le VPM, vous êtes dans l'obligation d'aller répondre. Mais ce qu'on ne dit pas à l'opinion pendant que nous parlons, qu'est-ce qu'on dit? Les forces burundaises viennent de dégager des forces négatives d'une route de transmission des deux localités, et cette même route-là amènerait jusqu'à Goma. La question que je poserai aussi à Claudel André Lubaya, ce que les Burundais viennent de faire, quelle est la nature juridique de cette route? Voyez-vous? Ça veut dire, je ne vais pas entrer dans l'exercice du droit parlementaire, c'est son droit le plus légitime. J'ai simplement émis un point de vue politique et en même temps épistémologique, au lieu de se casser les nerfs. Passons à l'essentiel. Exactement. Ça, c'était l'aspect sécuritaire comme étant un des éléments qui... Un des éléments. Mais écoute, on ne va jamais se fatiguer de parler de la gratuité de l'enseignement. Mon cher ami, moi j'ai étudié au Zaïre pendant 4 ans gratuitement. C'est la chanson de tous les jours, gratuité de l'enseignement. Mais écoute... C'est comme si c'était une invention de ce régime, pendant que c'était une obligation constitutionnelle. Si, mais mon cher ami, il y a toujours un décalage entre l'obligation légale et la réalité praxéologique sur terrain. Cette constitution, nous, IDPS, on était contre cette constitution. Mais que voulez-vous? La loi est dure, mais c'est la loi d'Oralex et c'est de l'ex. Nous avons accédé au pouvoir par et à travers cette constitution. Et donc, en vertu de quoi nous allons la remettre en cause? Non, elle est déjà devenue imposable à tout le monde. Vous comprenez? Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi j'ai dit tout de suite, c'est Kabila qui l'a promulguée.
dans laquelle il y avait une disposition, je crois l'article 43, sur la gratuité de l'enseignement. Ça n'a pas été réalisé. J'ai vu le président de LGD en train de dire mais ça a commencé sous lui, mais c'est un mensonge patent. Il a laissé 900 écoles, selon lui. Mais si les 900 écoles étaient une réalité, mais pourquoi les gens sont en train de comparaître aujourd'hui en justice pour avoir violé les principes de la Convention sino-congolaise dans lesquels on nous a promis 1000 écoles par année, 37 000 km de routes, plus de 15 000 km de rails, un centre de santé pour chaque territoire. Et qu'est-ce que j'ajoute encore? Un bâtiment administratif pour chaque territoire, etc., etc. C'était un mirage, c'était une escroquerie dans laquelle la bourgeoisie comprador-kabilienne a roulé le peuple dans la farine. Dieu merci. Il aurait fallu Félix Tshisekedi au pouvoir, puisque Fachi n'est pas là pour développer ce pays. Il n'a que comme mission de le remettre sur le rail. Et dans la remise du pays sur le rail, en voici les résultats, puisqu'il est un principe développementaliste qui dit il ne peut pas exister de développement sans remise. Il aurait Fachi au pouvoir. Il aurait fallu Fachi au pouvoir en ce jour pour que les embargos d'armement, etc., tombent. Aujourd'hui, pendant que je te parle, le programme des 145 territoires est une gifle corrective. Bon, je ne sais pas si vous avez été fouetté par vos parents. Moi, je suis zaïrois d'éducation. C'est-à-dire, on était fouetté à la maison et fouetté à l'école. Le fouet s'est arrêté en 1990 avec la Convention relative aux droits de l'enfant, mais il aurait fallu encore 10 ans pour que le fouet cesse au Zaïre. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une gifle corrective que Fachi a donnée. Ceux qui nous ont escroqués hier, dans Bukangalonzo, dans la Convention sino-congolaise, dans tout le mirage, tout ce qu'on parle de ICANG, etc., l'Agence congolaise des grands travaux, Fachi, voué au changement du paysage du Congo, a mis en place la Convention sino-congolaise. Puisqu'on dit détournement, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il remet la technicité faisabilitaire à des ONG. Mais ne dites pas, s'il vous plaît, ne finissez pas la phrase, puisque je serai mal à l'aise sur ce plateau. Pourquoi? Puisqu'il y a de cela 3 semaines que ceux de PNUD, je ne sais pas, ceux de Caritas, etc., ont fait un débriefing à la RTNC où ils ont présenté les 30% qui sont déjà effectués jusqu'ici pour chaque zone répartie. Alors, si vous dites qu'on attend, mais vous ne savez pas qu'on est en train de faire un aménagement à Matadi pour recevoir des myriades de tracteurs pour les acheminer dans les 145 territoires. Un projet de développement. Mais écoute, mais quand vous dites... Donc on est en train d'aller vers le développement. C'est là que je dis, on l'appelle projet de développement. Vous parlez des projets éparses, un à Matadi, l'autre à Bukangalonzo, l'autre dans le Massissi. Mais s'il vous vu l'étendue du territoire national, il y a une planification. Mais s'il vous plaît, je suis en train de comprendre. La planification a déjà eu lieu. Je suis en train de comprendre la mise en œuvre, la matérialisation. Et aussi, je me dis, est-ce que vraiment... Nous sommes en train de consommer la matérialisation. Je suis en train de vous rappeler d'un point de presse qui a eu lieu il y a de cela 3 semaines à la RTNC. Je ne suis pas... Des preuves à l'appui. C'est-à-dire, quand on parle de 145 territoires, ce n'est plus une question imaginaire. C'est déjà une question en réalisation. Les infrastructures sont assez nombreuses à réaliser. Mais tout à fait. Il y a des centres de santé, mais tout à fait. Il y a beaucoup de... d'immeubles à construire pour les administrateurs du territoire. Ouais. Mais jusque-là, vu la grandeur du pays, 145 territoires, les étendues sont assez grandes. Est-ce que vous pensez qu'avant la fin de ce mandat, on peut atteindre, ne fût-ce que même les 60%? Les hommes passent et les institutions restent. Même si Fachi est le seul candidat à la reconduction, il n'y en a pas deux. Je vous signale que le programme des 145 territoires est le plus grand programme dans l'histoire de notre pays après celui de la colonisation pendant 80 ans. Pour preuve, c'est que quand vous allez à Bassankusu, vous allez à Lukolela, vous allez à Popokabaka, les projets sont tendance. Ici, on creuse des fondations pour les écoles. Là-bas, on pense à construire un bâtiment hospitalier. Mais écoute, nous sommes allés jusqu'à des endroits où les Belges n'ont pas laissé d'hôpitaux. Mais s'il vous plaît... Il n'y a que vous qui ressentez ça, apparemment. Mais ce n'est pas moi qui le ressens, mon cher ami. Je ne fais pas partie de ce plan. Je ne suis pas non plus ministre de plan. Mais tout a été présenté en point de presse à la RTNC. Et puis, pour votre information, c'est déjà un débat de passé. Nous n'attendons que de rapports
au cas par cas. Et on appelle ça en épistémologie des rapports diachroniques. Donc sur cette question, ne vous en faites pas. Donc les 145 territoires sont tendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut parler du panier de la ménagère, j'ai suivi le ministre des Finances dire par exemple, s'il y a un peu hausse de dollars, c'est à cause du fait que nous nous sommes engagés sur la politique de la dédollarisation de notre économie. Ça crée des effets partout au monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, mais mon cher ami, ce gouvernement décaisse au moins 400 millions de dollars par an. Hier, le Conseil économique a délibéré sur le fait que les 15 millions à titre de redevances pétrolières que l'on remet au gouvernement doivent être divisés par 2. Encore une fois, pourquoi? Pour descendre, réduire davantage le prix du pétrole, pour permettre à la population d'accéder à un nouveau prix de transport revu en baisse. Mais écoute, mon cher ami, la gestion d'un pays est totale et globalisante. Nous espérons. Il n'y a pas à espérer, la résolution a été prise hier pour votre information. Ils vont désormais payer 7,5 millions et les 7 millions sont coulés dans vraiment qu'il y aura dans la compensation réductive. Il y aura effet induit par la baisse justement du prix à la pompe du Je tiens à te signaler que carburant. La vente du carburant à la pompe au Congo, c'est parmi les pays qui vendent les carburants les moins chers. Cependant que sur le plan d'exploitation pétrolière, le Congo-Brazzaville d'à côté est en avance. Le pétrole est cher chez lui. Nous avons un prix à proportion que celui d'Angola. Pourquoi? Ça s'appelle l'interventionnisme étatique et para-étatique dans la question de l'économie pétrolière. Pourquoi? Pour le bien-être de la population. Donc c'est pour vous dire que sous Félix Tshisekedi, je suis en possession de 50 réalisations ici, mais que je ne sais pas présenter puisque l'émission est pour 45 minutes. Donc, je ne vois pas... 50 réalisations. Je dis que ce soit sur le plan diplomatique. Un peu comme l'évolution de la modernité. Mais la révolution... Un peu comme les 5 chantiers. Un programme, des très bons programmes, mais ambitieux, bien conçus. C'est pour ça que j'ai dit la beauté du régime de Félix Tshisekedi. C'est qu'on ne peut que comparer Félix par rapport à ses prédécesseurs. Or, nombreux de ses prédécesseurs nous ont menti. Vous comprenez, sur la question des 5 chantiers Yamokonzi, dans lesquels ce boulevard a coûté 160 millions de dollars, alors qu'il fait à peu près 4 km, il va s'engorger à Sosimat. C'est qui a été volé? C'est toi et moi. Les gens se moquent de ce qui se passe, de la poudrière de Bukangalonzo. Mais non seulement qu'il s'agit d'environ 350 millions de dollars, mais l'État congolais a été condamné en Afrique du Sud pour paiement de dommages intérêts de 250 millions de dollars. Or, si vous avez été condamné à l'étranger, ça ressemble un peu à une espèce d'obligation documentaire où on prendra $1 chez toi, $1 chez moi, $1 chez le caméraman, $1 chez les chauffeurs en bas, etc., etc. Donc, Félix Tshisekedi est finalement le président de la prophétie de Kimbangu, puisqu'il parlait du 5e président, vouloir ou pas. Et donc, c'est le président de la remise du Congo sur le rail. C'est vrai que la gestion d'un pays n'a toujours pas été angélique. Pourquoi? Puisque la perfection est le domaine des dieux. L'imperfection est notre vie de chaque jour. La richesse de la perfection est notre défi vital. Mais je tiens à te signaler je ne suis pas que les efforts fournis... Je ne suis pas en train de remettre en question vos propos, votre argumentaire. Non, mais puisque je continue à parler, je viens d'invoquer un principe philosophique qui est indiscutable pour fonder mon explication de tout de suite. En disant que j'ai toujours dit que lorsque vous épousez une femme prostituée, ou lorsque vous épousez un homme prostitué, ce n'est pas du jour au lendemain que celui-ci ou celle-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité. Tshisekedi a hérité d'un pays pourri. Et il est en train de se battre pour les sortir de la putréfaction. Ce n'est pas facile. Mais heureusement que, comme moi je suis judéo-chrétien en sociologie politique, je comprends que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Le roi actuel, n'a que comme mission sortir le Congo de la putréfaction. Et voilà pourquoi tous les mensonges d'hier, mirages, etc., les gens se trouvent en train de comparaître en justice. Et les gens de la Sikomine, par exemple, vous les avez vus même reconnaître le forfait. Juste une dernière question, maître. Comment expliquer ça? J'ai toujours posé cette question à mes invités, mais la réponse n'est généralement pas satisfaisante. C'est la question des indicateurs économiques qui sont presque tous au vert.
vous avez notre budget qui est en croissance exponentielle, nous avons des recettes, l'assiette fiscale qui est beaucoup plus large aujourd'hui, vous avez les réserves d'échange, vous avez les DTS que nous avons eu grâce au FMI et à la Banque mondiale. Sous le panier de la ménagère, vous l'avez évoqué tantôt, comment expliquer que le prix continue à grimper et puis cette montée un peu plus vertigineuse, on va prendre le cas de votre province, le Haut-Katanga, où le prix du maïs a doublé. Vous allez parler du peuple d'abord dans ces conditions. Bien, le peuple d'abord reste demeure non seulement une philosophie politique, autant que c'est un slogan, mais notre target, vous comprenez. Mais il s'agit du peuple d'abord de quel pays que nous avons hérité pourri. Nous n'avons pas hérité, nous, des minoteries, vous comprenez. Alors, la question de la hausse... Vous avez pris le pouvoir pour vous plaindre ou pour On n'a vous pas travailler? pris le pouvoir pour se plaindre, on a pris le pouvoir pour vous présenter tout le rapport sur la table de nos réalisations, des difficultés rencontrées et des cabanes montées contre la République. Voilà pourquoi, quand vous regardez ce que fait Mouyaya comme ministre de la Communication, vous comprenez, c'est chaque semaine, il y a non seulement un compte rendu du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi est le premier dans l'histoire de ce pays, le président de la République qui tient des conseils des ministres chaque semaine. Et puis, Mouyaya est le premier dans l'histoire des ministres de la Communication qui fait 2 fois le débriefing par semaine, des briefings gouvernementaux et des briefings ministériels. Ça veut dire, ce que nous faisons, nous vous l'exposons au grand jour. Nous ne gérons pas ce pays dans une espèce de comportement cachotier. Et puis, puisque vous parlez des indicateurs qui sont au vert, mais effectivement, d'abord d'avoir des indicateurs en ce jour au vert, bravo au gouvernement en place, bravo à Félix Tshisekedi. Mais la deuxième des choses... Ça sert à quoi s'il n'y a pas les de indicateurs ressentis sous la population? Non, je m'explique, je suis en train de répondre par rapport à la population. Je disais par exemple, chez moi, le Lubumbashi, cela a été provoqué par une mafia de certains politiciens qui ont voulu, la nature a voulu qu'ils aient à tort ou à raison certaines minoteries au Katanga et en Zambie, et ils ont voulu provoquer ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande pour raison de récupération populiste. Heureusement que cette histoire est en train de se résoudre jour après jour, parce que c'était à 80, aujourd'hui, un sac de farine est à 45. Ça pouvait être inacceptable, être à Lubumbashi, où un sac de farine coûterait plus cher qu'à Kinshasa. Alors, bravo de dire que les indicateurs sont au vert. C'est la seule question épistémologique que vous me posez ici depuis que l'émission a commencé. Ah, c'est assez fort. Alors, je dis ceci. Déjà, bravo, puisque nous avons réussi à placer les indicateurs au vert. Ça, je suis en amont. Mais en aval, mon cher ami, le panier de la ménagère est à l'output. Et nous sommes en train de gérer un pays avec multiples nécessités. Et puis, non seulement des nécessités internes, mais aussi avec des secousses venues de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Les gens peuvent prendre ça comme une chanson de tous les jours. Je te donne un exemple. J'ai jamais vu de Kadhafi en France. Mais je les ai vus en train de chercher du carburant. Merci beaucoup. Au bidon, à des stations filling. Ça voudrait dire, le panier de la ménagère souffre partout au monde. Merci. Dieu merci, ici chez nous, nous essayons, quelle que soit la montée vertigineuse, ça ne prend pas la montée de prix à 100%, 80%, à 50%, comme nous le voyons au Congo-Brazzaville, comme nous l'avons vu en France, nous le voyons en Angleterre, malgré que l'Angleterre est une autre puissance européenne avec son livre sterling. Merci ça voudrait beaucoup. dire, nous savons contenir ce qui est en train de se faire. Je dis, ne vous en faites pas. Quels que soient les vents et marées, Félix Tshisekedi est le seul candidat à la reconduction. La seule bataille qui nous préoccupe, nous, c'est de lui doter d'une majorité parlementaire, car il y a des réformes républicaines qui nous attendent demain, dans lesquelles tous les rwandophiles et tous les rwandocrates n'auront pas droit de citer. Merci beaucoup, Maître Passy. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous passez. Vous êtes encore à Kinshasa? Non, mais je suis revenu. En fait, je suis toujours à cheval entre la résidence et le domicile. Donc, c'est pour vous dire que je suis avec vous chaque fois que vous avez besoin de moi. Au nom de l'amour que j'ai pour Congo Buzz, les portes sont grandement ouvertes et le meilleur est à venir. Merci beaucoup pour cette émission, Maître Passy. Merci aussi, chers téléspectateurs. Ce numéro de Face à l'opinion est terminé.
Vous voulez réagir au propos de mon invité? Vous avez ici, nous vous donnons la possibilité de venir accorder au droit de réponse, donner au droit de réponse, pardon. Et donc, Congo Buzz est là pour vous écouter vous aussi. C'est une opinion qui sera justement relayée sans embâche et en toute indépendance. Portez-vous bien. On se retrouve donc prochainement, toujours dans votre émission.